Salut, je suis Léora. Mon médecin n'a pas dit grand-chose, il s'est juste penché et a murmuré, fuyez votre famille maintenant. Je ne l'ai pas cru, mais ce soir-là, ma mère a versé le thé, et ma sœur a souri en disant que c'était juste des vitamines. À minuit, je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas un médicament. C'était un plan. Un plan pour m'effacer de la famille. Discrètement, ils ont failli réussir. Mais mon père, mort et silencieux, avait laissé un dernier coup. Maintenant, j'ai quelque chose qu'ils ne récupéreront jamais. Pas de l'argent, pas un statut, la vérité. Avant de commencer, à quelle heure écoutez-vous et d'où? Laissez un commentaire. Je les lis tous. Je n'étais pas retourné à la maison depuis Pâques. Non pas parce que j'étais en colère. Du moins, pas de cette colère qui déborde. J'étais juste fatigué. Fatigué d'être la déception de la famille. Fatigué de prétendre que je n'entendais pas les chuchotements quand je sortais d'une pièce. Mais l'automne s'était installé dans le Vermont, et quand Céline a envoyé un texto, « Tu viens dîner ?» Juste nous trois. Pas de drame. Promis, j'ai hésité. Puis j'ai dit, oui. Peut-être parce que l'odeur de la cannelle dans la cuisine de maman me manquait. Ou peut-être parce qu'une partie de moi voulait encore croire qu'elles étaient sincères. L'allée était telle que je m'en souvenais, le gravier crissant sous mes pneus. La lumière du porche brillait comme toujours lorsque les jours raccourcissaient. J'ai fait une pause avant d'ouvrir la portière de ma voiture. Par la fenêtre, je les ai vues toutes les deux, ma mère remuant quelque chose sur la cuisinière, Céline plaçant les fourchettes sur la table comme si rien n'était jamais allé de travers entre nous. Quand je suis entré, la chaleur de la cuisine m'a d'abord frappé. Pommes, clous de girofle, sucre roux. Elle m'a enveloppé comme une vieille chanson. Maman a levé les yeux et a souri. Léora, a-t-elle dit doucement. Juste mon nom, mais il ne portait pas cette pose lourde comme avant. Céline s'est retournée, les yeux brillants. Tu es venu, a-t-elle murmuré. Bien sûr que je suis venu, ai-je menti. Le dîner était étrangement normal. Tourte au poulet, pain chaud, salade de canneberge, comme chaque automne auparavant. Céline a parlé de son nouveau travail à la clinique. Maman m'a demandé si je peignais toujours. Je leur en ai donné assez pour qu'elle puisse hocher la tête, mais pas assez pour qu'elle s'approche trop. Puis, quelque part entre le dessert et l'au revoir, Céline a plongé la main dans son sac. Je sais que nous avons eu des années difficiles, a-t-elle dit. Mais je ne veux plus te perdre. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle faisait glisser quelque chose sur la table. Un petit flacon, en plastique turquoise. Ta tante utilise ça. Elle a dit que ça aidait pour l'anxiété. Elle a ri trop vite. Dieu sait que nous en avons toutes besoin. Je l'ai pris, le tournant entre mes doigts. Herbal support complexe. Pas d'ingrédients, pas de marque, juste une étiquette pâle avec une police de caractère générique. Prends juste un ou deux le soir, a ajouté maman. Ça aide à dormir aussi. Elles me regardaient toutes les deux à ce moment-là, pas d'une manière douce et nostalgique, mais avec cette expression aux lèvres pincées et excessivement prudente dont je me souvenais de mon enfance, comme si j'étais testé. J'ai esquissé un demi-sourire, dévissé le bouchon, et en ai avalé un avec la dernière gorgée de mon thé. Voilà, ai-je dit. Maintenant, nous essayons toutes. Mais quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas la pilule. Pas encore. C'était la façon dont elles ont expiré, comme si elles avaient retenu leur souffle. De retour dans ma cabane, j'ai laissé le flacon sur le comptoir de la salle de bain et j'ai allumé une bougie. Dehors, les arbres bruissaient contre le toit. Le genre de nuit qu'on s'attendrait à voir sur une carte postale, des feuilles dorées, du brouillard s'enroulant à la lisière des bois. Mais mon estomac a commencé à se nouer. Une sueur froide a parcouru mon échine. Mon rythme cardiaque était trop rapide. Ma langue semblait épaisse, comme si je ne pouvais plus former de mots, même dans ma propre tête. J'ai titubé vers la cuisine, renversant un verre. Mes jambes refusaient d'obéir. Chaque pas était sirupeux. La pièce a basculé. Je suis tombé à genoux près du lavabo de la salle de bain. Les doigts tremblants, j'ai tendu la main vers le robinet, les manqué, et me suis effondré sur le côté. Ma joue a heurté le carrelage, froid et implacable. Quelque part dans l'obscurité, j'ai entendu une voix, ni présente, ni réelle, mais vive. Léora, écoutez-moi attentivement. Fuyez votre famille maintenant. La voix du docteur Hellé.
J'avais presque oublié notre dernier appel. Il avait semblé effrayé, et je l'avais écarté d'un revers de main, en disant qu'elles n'étaient pas comme ça. Mais il avait insisté. Elles le sont. Et je sais ce que j'ai vu dans vos analyses. Maintenant, sur le sol de la salle de bain, je me suis souvenu de tout. Je ne sais pas combien de temps je suis restée inconsciente. Ça aurait pu être des minutes. Ça aurait pu être des heures. Mais je me suis réveillée au doux goutte à goutte du lavabo. La bougie s'était consumée depuis longtemps. Mes membres étaient comme du tissu mouillé. Ma langue était sèche comme de l'os. Mon cœur battait encore la chamade, mais le tranchant de la panique s'était émoussé. J'ai tourné la tête lentement vers le petit flacon. Il avait roulé à quelques centimètres de ma main. Le bouchon était toujours enlevé. Je l'ai fixé du regard pendant ce qui m'a semblé être une heure. Ce n'était pas pour le stress, ai-je dit à voix haute. Ma voix s'est brisée. Je n'ai pas appelé le 911. Je n'ai pas appelé le docteur Hellé. Au lieu de cela, j'ai cherché sous mon lit et j'ai sorti quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années, un petit enregistreur vocal noir de l'université. Je l'utilisais pour interviewer des gens. Maintenant, il reposait dans ma paume comme une vieille arme. Je l'ai placé à côté du lit, j'ai appuyé sur enregistrer, et j'ai murmuré, ils veulent jouer à des jeux. Mes doigts se sont resserrés sur l'enregistreur. Je jouerai plus intelligemment. Je n'ai pas dormi. L'enregistreur reposait silencieusement sur ma table de chevet, clignotant en rouge toutes les quelques secondes comme un battement de cœur lent. J'ai fixé le plafond, regardant l'aube se glisser à travers les fentes des stores, ce genre de lumière matinale grise qui rend tout plus lourd. Ma gorge était sèche. Je n'avais pas bougé depuis que je m'étais traîné du sol de la salle de bain, et je n'avais toujours appelé personne. Au lieu de cela, je me suis assise lentement, les articulations douloureuses. Je me suis déplacé comme quelqu'un de plusieurs décennies plus âgé que 33 ans. J'ai pris mon téléphone et l'ai branché. La batterie était complètement vide, juste un écran noir qui me renvoyait mon propre visage, pâle, tiré, méconnaissable. Pendant qu'il se rallumait, je me suis rendu à pas feutré dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je pouvais encore sentir un goût métallique au fond de ma langue. Je me suis rincé la bouche 2 fois. De retour dans le salon, l'écran s'est allumé. 10 appels manqués. 7 du docteur Holstrom, 2 de Céline, 1 d'un numéro inconnu. J'ai ouvert le journal d'appel, le pouce en suspens, quand quelque chose a attiré mon attention. Un message vocal partiellement sauvegardé, de 36 secondes, horodaté juste après mon départ du dîner la nuit dernière. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix était rapide, saccadée, comme s'il ne faisait pas confiance au temps pour être de son côté. Léora, c'est moi. Je sais que vous avez probablement levé les yeux au ciel en entendant ce que j'ai dit l'autre jour, mais j'ai fait les analyses en avance. Vous n'aviez pas la grippe le mois dernier. Il y avait des composés dans votre système. Fabriqués en laboratoire, pas à base de plantes, même pas enregistrés par la FDA. Il a fait une pause, comme s'il pesait ce qui allait suivre. Je ne suis pas seulement inquiet. J'ai peur pour vous. Quelqu'un manipule vos compléments. S'il vous plaît, faites attention à qui vous faites confiance. Surtout Céline. La ligne a coupé, juste de la friture après ça. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Mon esprit est revenu à la visite à la clinique il y a 2 jours. J'y étais allé parce que j'avais des vertiges intermittents depuis des semaines. Rien de grave, je pensais. Juste le stress, le surmenage, peut-être une carence en fer. Holstrom m'avait fait entrer dans son bureau privé au lieu de la salle d'examen habituelle. Il avait fermé la porte, s'était assis lentement, les doigts joints sous son menton comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne veux pas vous faire peur », avait-il dit, se penchant légèrement. « Mais quelque chose ne va pas ici. » J'avais ri. Je m'en souviens clairement maintenant. On se croirait dans un mauvais drame policier. Mais il n'avait pas souri. « Vous devez prendre vos distances avec votre famille. » À l'époque, cela semblait absurde. Holstrom était mon médecin, pas mon thérapeute. Il ne connaissait pas les nuances de la culpabilité familiale ou la façon dont Céline avait pleuré quand notre père était parti. Il ne savait pas comment maman avait dormi sur le sol de ma chambre d'étudiante pendant les examens de 2e année parce que j'avais fait une crise de panique. Il ne pouvait pas savoir que l'amour, même brisé, ne disparaissait pas juste parce que quelqu'un vous avertissait de fuir. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr.
J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine, essayant de sentir quelque chose de stable dans mon corps. Au lieu de cela, tout ce que je sentais était ce faible bourdonnement de peur, comme un moteur tournant au ralenti quelque part hors de vue. J'ai repris le flacon de pilule dans la salle de bain. Le même plastique turquoise, la même étiquette vague. Je l'ai tourné dans mes mains, plus lentement cette fois, les yeux balayant chaque centimètre. Pas de code barre, pas de fabricant, même pas de date d'expiration. Il semblait intentionnellement vierge. J'ai vérifié la poubelle ensuite. Je ne l'avais pas encore sorti. En fouillant dedans, j'ai trouvé une enveloppe déchirée, en papier épais, du genre utilisé pour les envois privés. Pas d'adresse de retour, mais il y avait quelque chose d'écrit à la main sur le rabat intérieur à l'encre noire, de Marigold. Je ne connaissais pas de Marigold. Je l'ai approché de la fenêtre, essayant de lire des timbres tachés ou des marques d'origine. Rien. Juste une boîte postale inconnue du New Jersey et mon nom écrit de la main de Céline. Mon estomac s'est noué. Elle m'avait tendu ce flacon les larmes aux yeux. « Tu as besoin de te détendre », avait-elle dit. « Je m'inquiète pour toi. » Elle avait pleuré, mais le message vocal ne quittait pas ma tête, surtout Céline. Je me suis assise sur le canapé et j'ai tiré la couverture sur mes épaules. Ça ne m'a pas réchauffé, mais ça m'a donné quelque chose à faire de mes mains. J'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Les arbres bougeaient à peine. Le monde semblait silencieux. Mais quelque chose en moi avait changé pour de bon. En fin de matinée, j'étais assez forte pour me tenir debout sans que le sol ne vacille. J'ai fait une deuxième tasse de thé et j'ai ouvert le coffre de rangement au pied de mon lit. C'est là que je gardais les choses auxquelles je ne voulais pas penser. De vieux carnets de croquis, quelques photos de papa, et un ordinateur portable cabossé qui n'avait pas été allumé depuis des années. Il a fallu 5 minutes pour démarrer. Quand il l'a fait, la résolution de l'écran était encore réglée sur quelque chose d'ancien, mais il fonctionnait. J'ai créé un nouveau dossier sur le bureau, documentation. Juste au cas où. J'ai pris des photos du flacon, recto et verso. J'ai fait une capture d'écran de mon journal d'appel. J'ai transcrit le message vocal mot pour mot. J'ai même photographié l'enveloppe. Puis j'ai pris le bloc-notes légal dans le tiroir de la cuisine et j'ai commencé une chronologie. Le mois dernier, vertige. Il y a 2 jours, visite à la clinique. La nuit dernière, dîner, pilule, effondrement. Ce matin, message vocal. Je me suis assuré que chaque entrée avait une heure, un détail. Pas de lacunes, juste des faits. Et pourtant, je n'ai pas appelé la police. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon navigateur et me suis connecté à un courriel que je n'avais pas utilisé depuis 5 ans. Il était lié à un faux nom que j'utilisais à l'époque où je travaillais en freelance pour un podcast qui traitait d'affaires non résolues. Le genre de travail de fond qui me laissait paranoïaque pendant des mois après. Mais je me suis souvenu du mot de passe. L'écran a clignoté. Boîte de réception vide. J'ai cliqué sur Composer. Ah, censurer protonmail.com. Objet, message urgent. Besoin d'une vérification d'antécédents. Rapide. Céline Maurice et maman. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit. Même après avoir envoyé le message, juste 10 mots silencieux d'un nom que personne dans ma famille ne connaissait. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. L'air dans la cabane semblait plus mince d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que c'était juste le poids de voir enfin ce que je n'avais pas voulu voir. La lumière du soleil de midi entrait par la fenêtre de la cuisine, coupant maintenant le sol comme un projecteur sur une scène pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Je me tenais pieds nus, regardant la vapeur monter de mon thé, essayant de me souvenir comment je commençais mes matinées avant tout cela, avant les pilules sans étiquette, avant les messages vocaux qui me donnaient la chair de poule, avant de commencer à tout remettre en question ce que je pensais savoir sur les gens qui m'ont élevé. Le dernier Thanksgiving m'est revenu en mémoire, si vivement que je pouvais presque sentir les fausses bougies à la cannelle que Céline avait apportées de sa boutique. Elle était arrivée seule, fredonnant, portant une petite boîte blanche nouée d'un ruban doré. « Joyeux anniversaire en avance », avait-elle dit, la plaçant dans mes mains. C'est un kit de bien-être. Très à la mode. Je l'utilise depuis des mois. Je l'avais ouvert. De minuscules fioles en verre, des sachets en poudre, des gélules à base de plantes avec des noms que je ne pouvais pas prononcer. « Tu veux que je boive ça ?» Elle a ri. Tout en soufflé en dents blanches. Ça aide avec le brouillard mental.
Tu as été si submergé dernièrement. Tu as dit que tu oubliais sans cesse des choses. Avais-je dit ça? Je ne pouvais pas m'en souvenir. Mais j'ai hoché la tête, souri, les remercié et j'ai placé la boîte sur l'étagère du garde-manger à côté de mes vieilles boîtes à biscuits. Je ne l'ai jamais rouverte. Mais 2 semaines plus tard, j'avais commencé à oublier des mots en réunion. J'avais failli m'évanouir lors d'un appel avec un client. J'avais mis ça sur le compte du stress. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. De retour dans le présent, j'ai posé ma tasse et je me suis dirigé vers le petit meuble où je gardais mes dossiers fiscaux et mes papiers d'assurance. J'ai sorti chaque enveloppe étiquetée de l'année écoulée, les ai vidées sur la table de la salle à manger et j'ai commencé à trier. Enterré entre un formulaire de quote-part des urgences et une réclamation dentaire se trouvait une feuille que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Procuration médicale durable. Mon nom était tapé en haut, mais la signature en bas n'était pas la mienne. Pas vraiment. Elle ressemblait à la mienne. Elle imitait mon écriture cursive tremblante quand ma main se crispe. Mais ce n'était pas elle. L'inclinaison était différente. La pression trop uniforme. Elle était datée de 6 mois et elle avait été notariée. Ma tête semblait lourde alors que je prenais le papier et fixais à nouveau la signature. C'était trop parfait. Céline avait toujours été celle avec l'écriture qui ressemblait à de la calligraphie. Je me suis souvenu qu'une fois au lycée, elle avait falsifié un mot d'un professeur si parfaitement que même maman l'avait complimenté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la clinique que j'utilisais avant de quitter Portland. La femme au bout du fil semblait jeune, peut-être au début de la vingtaine. Elle parlait de cette voix chantante de quelqu'un qui essaie de rester professionnel sous la pression. « Bonjour, ici la clinique Rivergat. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Bonjour, ai-je dit, la voix un peu rauque. J'ai besoin de vérifier l'historique d'accès à mon dossier médical pour les 12 derniers mois. » Une pause. « Laissez-moi regarder ça pour vous. » D'accord, alors je vois plusieurs cas d'accès, principalement sous votre nom, mais je vois aussi des entrées sous le nom d'un représentant désigné, Céline Maurice. Je me suis agrippé au bord de la table. Elle a accédé à mon dossier. Oui, madame. Plusieurs fois. Il semble qu'elle soit désignée comme votre mandataire pour soins de santé selon le document au dossier. N'est-ce pas correct? J'ai fermé les yeux, me forçant à respirer. Merci. C'est tout. J'ai raccroché et j'ai laissé le silence m'envelopper comme de la laine mouillée. Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à faire ça? Pourquoi une sœur, ma sœur, irait-elle aussi loin? Et maman? Jouait-elle simplement le jeu, ou avait-elle commencé tout ça? J'ai repensé à une conversation autour d'une limonade l'été dernier. Maman s'était assise en face de moi sur le porche, portant ses lunettes de soleil surdimensionnées qu'elle pensait lui donner un air chic californien. Elle s'était penchée en arrière et avait dit nonchalamment, « As-tu déjà fait un testament ?» J'avais ri. « Je ne suis pas en train de mourir, maman. » Elle a souri sans ciller. Personne ne le prévoit. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. Mais maintenant chaque mot résonnait différemment. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à noter une liste. Pas seulement des dates, mais des symptômes, des événements. Le jour où j'ai trébuché dans l'allée et où je ne pouvais pas me souvenir comment j'étais arrivé au sol. La fois où j'ai mélangé mes dossiers clients et où Céline a ri, en disant, « Classique Léora, toujours trop multitâche. » Je me suis souvenu du récital, du solo de violon de ma nièce, de la façon dont j'avais perdu connaissance pendant quelques secondes. Tout le monde avait dit que c'était juste un coup de chaleur. J'avais hoché la tête, mais quelque chose de plus profond me disait le contraire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il a sifflé comme un vieil homme, mais a finalement démarré. J'ai créé un nouveau dossier, documentation des schémas. Chaque fichier, chaque courriel, chaque échange étrange. Je les ai consignés. J'ai fait une capture d'écran du message vocal, de la confirmation de la clinique. J'ai scanné le formulaire de procuration. J'ai ajouté la fausse boîte de cure sur la table et j'en ai pris une photo aussi. Ce n'était plus une tension familiale. Ce n'était pas un malentendu ou une rivalité d'enfance. C'était prémédité, calculé, et c'était passé inaperçu parce que je voulais tellement croire que personne qui m'avait autrefois consolé dans le chagrin ne pouvait être capable de cela. J'ai sorti le dossier que papa m'avait laissé avant de mourir. Amendement de fiducie en cours, griffonné dans le coin. Je ne l'avais pas touché depuis sa mort. Mais maintenant, je l'ai ouvert.
La moitié des lignes étaient vierges. Je ne l'avais jamais fini parce que je n'avais jamais pensé que j'en aurais besoin. Mais aujourd'hui, j'ai pris mon stylo. Il ne s'agissait plus d'héritage ou de vieilles blessures. Il s'agissait de survie. L'horloge approchait 13h30. Dehors, le vent bruissait dans les grands pins qui entouraient la cabane comme des sentinelles silencieuses. J'ai de nouveau pris mon téléphone. Pas pour un médecin cette fois. J'ai appelé quelqu'un qui m'avait dit un jour, si jamais tu as besoin d'aide. De la vraie aide? Je ne pose pas de questions. Une sonnerie. 2. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis des années a répondu. Léora, c'est moi. J'ai besoin d'une faveur. Il n'y a eu aucune hésitation. Tout ce dont tu as besoin. Je suis partant. Je t'ai dit que tes instincts ne se trompaient jamais. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste tenu le téléphone, écoutant le souffle d'Ezra à l'autre bout du fil, comme si je manquerais à quelque chose de réel. Mes mains tremblaient encore, même si j'étais assise dans une pièce qui m'avait toujours fait me sentir en sécurité. L'ancien bureau de papa, maintenant à peine touché, son odeur de cèdre enveloppant le silence comme une coquille protectrice. Mais plus rien ne semblait sûr. Nous avons convenu de nous rencontrer dans l'heure. Terrain neutre, quelque part en public, aucune chance que quelqu'un suive, aucune chance d'être entendu. J'ai attrapé mon manteau et je suis parti. Le café était niché entre un cabinet d'avocats et un fleuriste dans le centre-ville de Gênes, un endroit où tout sentait la brique humide et l'espresso. Ezra était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table en terrasse dans un coin sous un auvent orange rouille. Il avait l'air plus vieux, moins comme le génie de la technologie aux yeux écarquillés dont je me souvenais, plus comme quelqu'un qui avait vu derrière trop de rideaux. Quand il m'a aperçu, il s'est levé, m'a fait le genre d'étreinte qui dit « Nous sommes dans le même bateau », puis m'a fait signe de m'asseoir. Pas de politesse, pas de bavardage. Il a fait glisser un simple dossier en manille sur la table et a dit « Lis ça avant de dire quoi que ce soit ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des en-têtes de courriel, des transactions financières, puis une transcription, d'abord manuscrite, puis dactylographiée, d'un appel téléphonique qu'Ezra a dit avoir intercepté il y a 2 semaines. Céline Morris, le nom me fixait. J'ai continué à lire. Elle n'est pas stable. Pas comme avant. La voix de Céline, désinvolte et froide, comme si elle décrivait un mixeur défectueux. Nous devrons bientôt agir. Elle pense toujours que la fiducie lui appartient pour la modifier. Il y avait une autre voix, masculine, basse et bourrue. Si nous obtenons des documents médicaux pour étayer cela, le juge ne le remettra pas en question, mais nous avons besoin que la procuration soit formalisée avant la fin des 6 semaines. Céline à nouveau. Je travaille déjà là-dessus. Maman est d'accord. J'ai arrêté de respirer. J'ai levé les yeux vers Ezra, mais il n'a pas rencontré mon regard. Il a juste pris une longue gorgée de son café. Tu es en train de me dire qu'ils essaient de me faire déclarer incompétente, ai-je demandé, la voix plate. Il a hoché la tête lentement. Ils ont appelé ça un plan de secours. Mais ce n'est pas ce que c'est. C'est coordonné, délibéré. Mon esprit a commencé à relier des points que j'avais été trop poli ou trop pleine d'espoir pour reconnaître. Le kit de bien-être, la nausée, les questions désinvoltes sur mon testament, même l'inquiétude soudaine de maman sur la façon dont je gérais les choses dernièrement. Ce n'était pas de l'attention. C'était de la surveillance. Pourquoi ferait-il ça, ai-je murmuré. Quel genre de famille? Quel genre de mère? Ezra a haussé les épaules. Tu as toujours été la discrète, la réfléchie. Les gens comme ça, ils sont sous-estimés. Ou dans ton cas, effacés. Je ne pouvais pas pleurer. Je le sentais monter, mais je l'ai repoussé. Je lui ai demandé de m'en montrer plus. Il a souligné l'activité bancaire. Des retraits petits et dispersés de mes comptes joints. Rien de massif, mais assez pour être le début d'un schéma. Assez pour prétendre à une mauvaise gestion financière si c'est présenté de la bonne manière. Et les journaux d'accès. Céline s'était connectée à mon portail de santé 4 fois en utilisant son propre appareil. Une fois pendant que j'étais en Arizona, une autre fois quand j'étais hors ligne pour une retraite. Le reste du temps, je n'étais même pas au courant de ses visites. Elle avait semé une piste. Je dois agir plus vite, ai-je dit doucement. J'ai été trop prudente. Tu as essayé de croire au meilleur en eux, m'a corrigé Ezra. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la loyauté.
Ils ne te l'ont juste pas rendu. Nous sommes restés en silence pendant 1 minute pendant qu'un serveur remplissait mon thé. Je l'ai à peine touché. Puis Ezra s'est penché. Je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Si tu ne fais pas ton prochain pas rapidement, ils t'auront enfermé dans une boucle juridique où même ta vérité n'importera plus. Veux-tu que j'aide avec un audit complet, ou en as-tu déjà assez? J'ai levé les yeux vers lui. Je veux les deux. Toi, tu creuses numériquement. Je m'occuperai du reste. Son expression n'a pas beaucoup changé, juste un hochement de tête silencieux. Nous nous sommes séparés peu de temps après. Il m'a dit qu'il commencerait à faire des recoupements ce soir. En m'éloignant, j'ai senti quelque chose en moi se calmer. Pas la paix, mais la précision. Plus tard dans la nuit, je suis allé au grenier. Il m'a fallu 20 minutes pour déterrer la vieille mallette, celle de mon père. Le cuir était craquelé, la serrure légèrement rouillée à la charnière. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. La dernière fois que je l'avais fait, c'était après ses funérailles, et j'avais été trop brisé pour lire quoi que ce soit à l'intérieur. Mais je l'avais gardée, toujours. Maintenant, je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Les papiers étaient toujours là, un projet notarié de la fiducie, et dans les marges, de l'écriture acérée et bouclée de mon père, une note, si quelqu'un conteste cela, allez directement voir Paul. Il connaît la version complète. J'ai fixé le nom. Paul Chambers, son ancien avocat en succession. Je ne l'avais pas vu depuis presque une décennie. Ils auraient dû enterrer ça plus profondément, ai-je dit dans la pièce vide. Mais ils ne l'avaient pas fait, et j'étais toujours là. J'ai tenu la mallette sur mes genoux pendant tout le trajet de retour à la maison. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste gardé le même visage calme que j'utilisais lors des audiences au tribunal quand je savais que l'autre partie n'avait aucune idée de ce que je tenais. J'ai même fredonné un peu, juste assez fort pour que le chauffeur l'entende, comme si rien n'était déplacé. Quand je suis entré, la maison était remplie de l'odeur de sauge et de citron, le combo de nettoyage préféré de ma mère. Elle était dans la cuisine, tablier mis, souriant comme si elle venait de faire des biscuits au lieu de poser des mines. La voilà, a-t-elle appelé, sa voix un peu trop joyeuse. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Céline est apparue au coin du couloir, les lèvres serrées mais étirées en ce que je suppose qu'elle pensait être de la chaleur. Tu as meilleure mine aujourd'hui, a-t-elle dit, touchant mon épaule comme si j'étais un animal fragile qu'elle avait aidé à sauver. Je n'ai pas tressailli, j'ai juste souri. Le soleil aide. La table était déjà à moitié mise. Des bougies vacillaient, des serviettes en tissu dépareillé, une soupe fumant doucement dans des bols anciens. Ma chaise, celle où papa s'asseyait, avait un coussin de lavande dessus. Je m'y suis installé. Ma mère a déposé 2 gélules sur mon assiette à côté des couverts. Magnésium et soutien surrénalien, a-t-elle dit, d'un ton neutre, comme si c'était sa routine. Je les ai prises avec 2 doigts, les ai fait tournoyer, puis les ai glissées dans ma poche sous la nappe. Merci, ai-je dit, en prenant soin de paraître désinvolte. J'avais justement l'intention d'essayer ça. Céline m'a tendu une tasse de thé déjà infusée, d'un ambre foncé avec une tranche de citron flottante et des brins de romarin. Elle s'est versée la même chose, ainsi qu'à maman, et a levé sa tasse comme si c'était un rituel sacré. À la paix, a-t-elle dit. J'ai levé la mienne aussi. Bien sûr, à la paix. J'ai laissé le bord toucher mes lèvres juste assez pour sentir l'amertume sur ma langue. Trop amer pour une tisane. Trop lourd. J'ai souri quand même et l'ai reposé doucement. Pendant qu'elle discutait du divorce d'un voisin, je me suis levé sous prétexte de prendre des serviettes supplémentaires. Le tiroir du buffet avait été laissé légèrement entrouvert, juste assez pour que la curiosité fasse son travail. À l'intérieur, sous une pile de livres de cuisine inutilisés et un paquet de cartes de vœux saisonnières, j'ai repéré un dossier. Pas un grand, mince, mais étiqueté au marqueur noir, évaluation de compétences El Aldan. Mes doigts se sont figés sur le bord d'une serviette. J'ai jeté un coup d'œil à la cuisine. Toutes les 2 étaient encore occupées à discuter. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés entre Céline et un psychiatre à qui je n'avais jamais parlé, que je n'avais jamais rencontré, mais apparemment, j'avais été son sujet. Il ne m'avait jamais vu, mais d'une manière ou d'une autre, il y avait des notes, des questions sur mon jugement, des préoccupations concernant mes schémas erratiques. Céline avait écrit, elle a toujours été un peu trop intense. Depuis la mort de papa, elle est en chute libre.
J'ai remis le dossier en place et j'ai fermé le tiroir avec mon coude. De retour à table, le thé avait légèrement refroidi. Je l'ai repoussé, feignant de ne pas remarquer le regard subtil de Céline sur la tasse. Nous sommes passés à la soupe. Bisque de tomate, un favori de la famille, mais je pouvais à peine la goûter. Ma gorge avait commencé à se serrer. Il y avait une chaleur sèche qui descendait dans ma poitrine comme si quelqu'un avait frotté mes poumons avec du menthol puis allumé une allumette. Céline a tendu la main sur la table et a posé doucement la sienne sur la mienne. « Tu as l'air pâle dernièrement », a-t-elle dit doucement. « C'est peut-être tout dans ta tête. » Ma cuillère a cliqueté contre le bol alors que je me levais. Juste un peu étourdi. Je vais m'allonger. La voix de ma mère m'a suivi. C'est probablement ce nouveau complément. Le magnésium peut faire effet rapidement si ton corps n'y est pas habitué. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marché jusqu'à la chambre d'amis au bout du couloir. J'ai verrouillé la porte, je suis tombé à genoux, et je suis arrivé à la salle de bain juste à temps. Tout est remonté. La soupe, le thé, le peu d'amertume que j'avais avalé. Mon pouls battait dans mes oreilles. Le bout de mes doigts était engourdi. J'ai mis le haut-parleur de mon téléphone et j'ai appelé Ezra. Il a répondu immédiatement. « Léora, je crois qu'elles viennent de me droguer. » Sa voix a changé. « Dis-moi ce que tu as pris. » « Que s'est-il passé ?»« Du thé. » Amer. Le cœur s'emballe, la gorge brûle. J'ai vomi la majeure partie. Il a fait une pause. Ça ne ressemble pas à un sédatif. Ce n'est pas comme ça qu'ils agissent. Tu décris des symptômes qui ressemblent plus à la digitaline ou à quelque chose à base de plantes. Ce n'était pas pour t'assommer. C'était pour arrêter ton cœur. Je me suis assise par terre, recroquevillée contre le côté du lit. Elles viennent d'essayer de me tuer. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, veux-tu que j'appelle la police ? J'ai fixé la plainte, le papier peint floral délavé que ma mère avait refusé de remplacer depuis les années 90. Tous ces souvenirs, les matins de Noël, l'odeur des crêpes, les bottes boueuses de papa dans le couloir semblaient soudain être de fausses cartes postales. Non, ai-je dit finalement. Pas encore. Si je fuis maintenant, je perds le schéma. Nous approchons du but. Finissons-en. Ezra a laissé échapper un long soupir. Je garderai la ligne ouverte. Quand le pire est passé, j'ai réussi à ramper jusqu'au lit. Je me suis assise lentement, mes muscles tremblants. Sur la table de chevet se trouvait ma tablette. Je l'ai ouverte et j'ai fait défiler de vieilles vidéos de famille. Une de quand j'avais peut-être 10 ans. Maman me brossant les cheveux sur le porche. Elle chantait une vieille berceuse que je n'avais pas entendue depuis des années. J'ai fixé son visage dans la vidéo. Chaleureux, doux, fier. J'ai murmuré, comment en sommes-nous arrivés là? Puis je l'ai supprimé. Sans hésitation. J'ai joint le contenu du dossier psychiatrique photo, page scannée à un courriel et les ai envoyés à Ezra. Ligne d'objet, mets ça à l'abri du feu. Juste au moment où j'allais m'allonger, on a frappé à la porte. Doucement, rythmiquement. Léora, la voix de Céline. Ça va là-dedans? J'ai fixé la poignée, calme, stable. Puis j'ai tendu la main vers la commode et j'ai sorti un mince enregistreur vocal que j'avais caché dans le tiroir plus tôt dans la journée. J'ai cliqué sur le bouton d'enregistrement. Voyons voir ce que tu es prête à dire ce soir. Je n'ai pas bougé pendant un instant après avoir appuyé sur enregistrer. J'ai juste fixé la porte où Céline avait frappé, doucement, presque gentiment, mais plus rien dans cette maison n'était gentil. J'ai ouvert la porte lentement. Céline se tenait là, tenant une tasse. Maman a pensé que du lait chaud pourrait t'aider, a-t-elle dit, sa voix toute douce et inquiète, comme si nous étions encore des adolescentes partageant des secrets et non du poison. J'ai regardé la tasse. Plus de thé, ai-je dit, d'un ton plat. Derrière elle, notre mère a jeté un coup d'œil depuis le couloir comme un fantôme habillé de perles. Tu devrais te reposer, ma chérie. Tu as l'air épuisée. J'ai reculé pour les laisser entrer, gardant mon expression illisible. La lumière du couloir a légèrement vacillé et câblage bon marché ou juste les nerfs et je les ai conduites dans le salon où l'odeur des bougies du dîner persistait. Céline s'est assise en tailleur sur le bord du canapé. Notre mère s'est installée en face d'elle, joignant les mains comme si elle allait prier. Parlons, a dit Céline légèrement. Juste nous trois. Mettons les choses au clair.
J'ai glissé mon téléphone entre les coussins du canapé, déjà en train d'enregistrer. Je pense que c'est une bonne idée, ai-je répondu, forçant un sourire. Maman a commencé avec ce même ton répété que j'avais entendu 100 fois en grandissant. Nous avons toujours essayé de faire ce qui est le mieux pour toi, Léora. Même quand tu ne nous facilitais pas la tâche. Surtout à ce moment-là, a ajouté Céline, sans manquer un battement. Quand les choses sont devenues instables. Instables ? Le mot a frappé comme une lame de couteau effleurée. Elle recommençait, posant les bases. Tu as semblé bizarre dernièrement, a continué Céline, brossant une peluche invisible de sa manche. Oublieuse, erratique. Ce n'est pas sûr de vivre seul dans cet état. Cette maison te garde les pieds sur terre, a dit doucement maman. Cette famille, nous essayons juste de te garder en sécurité. J'ai hoché la tête comme si je les croyais. Merci, ai-je dit doucement. C'est très attentionné. Céline s'est légèrement penchée en avant. Tu sais, j'ai parlé à l'avocat, n'est-ce pas? Juste pour m'assurer que les choses sont en ordre au cas où quelque chose. Elle a hésité, feignant de chercher le mot juste, d'inattendu arriverait. Au cas où quelque chose m'arriverait, tu veux dire, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Je n'ai pas dit ça. Mais tu le pensais, ai-je dit calmement. Le silence s'est étiré. Puis j'ai ajouté, c'est pour ça que tu as envoyé un courriel au docteur Clemens, le psychiatre que je n'ai jamais rencontré. Le visage de Céline s'est figé. J'ai vu le calcul jaillir derrière ses yeux, puis s'estomper. Elle était douée pour se cacher, mais j'étais devenu meilleur à observer. Maman a eu un rire cassant. Léora, que sous-entends-tu? Rien, ai-je répondu, la voix calme. Je me souviens, c'est tout. Nous sommes restés assises dans un triangle de silence après ça. Moi, le fantôme, et l'actrice. Quand ce fut terminé, je me suis levé, j'ai dit que j'étais fatigué et je me suis dirigé vers le couloir. Elles ne m'ont pas arrêté, n'ont pas dit bonne nuit. Je ne suis pas allé dans ma chambre. Je me suis glissé dans la buanderie et je me suis accroupi à côté du vieux sèche-linge. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai téléchargé le fichier audio sur un disque verrouillé qu'Ezra avait mis en place pour moi. Le message que je lui ai envoyé était court, s'il m'arrive quoi que ce soit, ceci est mis en ligne. Je suis resté là un moment, recroquevillé contre la machine poussiéreuse comme si je me cachais de quelque chose de réel. Finalement, je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé la porte sans un bruit. Je n'ai pas allumé la lumière. Au lieu de cela, je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre, j'ai sorti un vieux carnet en cuir que je n'avais pas touché depuis des années, et j'ai commencé à écrire à la main. Chaque mot grattait la page comme s'il sculptait quelque chose de lâche de mes côtes. Personne ne te croit jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mais cette fois, je m'assurerai qu'il le fasse. J'ai fait une pause, fixant la phrase. Puis j'ai arraché la page et l'ai pliée dans la doublure de mon sac. J'ai vérifié à nouveau l'enregistreur, toujours actif, toujours à l'écoute. Puis je les ai entendus à l'extérieur de la fenêtre. Juste en dessous de l'entrebâillement où l'air de la nuit se glissait, deux voix, basses et délibérées. Elle ne va pas abandonner, n'est-ce pas? L'autre a répondu, plus froidement. Alors nous devrons la forcer. Je n'ai pas bougé. J'ai juste atteint l'enregistreur d'une main et la lampe de poche de l'autre. Je n'ai pas dormi, pas même une minute. Leur chuchotement de l'extérieur de ma fenêtre résonnait dans mes oreilles longtemps après que les pas se soient estompés. Je suis resté allongé là dans le noir, le cœur battant, trop nerveuse pour pleurer, trop fatiguée pour bouger. Chaque ombre sur le mur semblait pouvoir parler. Au moment où l'horloge numérique a affiché 5 heures du matin, j'étais déjà habillé et assise sur le bord de mon lit, téléphone en main. J'ai envoyé un texto à Ezra, retrouve-moi. J'ai besoin de la vérité. Du genre médical. Il a répondu en moins de 3 minutes. Viens à l'entrée arrière. Je suis parti sans faire de bruit. Non pas que quiconque dans cette maison l'aurait remarqué ou s'en serait soucié. Le brouillard matinal ne s'était pas encore levé lorsque je me suis garé sur le parking derrière la clinique d'Ezra. Je me suis glissé par la porte latérale et j'ai descendu le court couloir, bordé de photos de familles délavées. Sa famille, une autre sorte de famille brisée, mais moins cruelle. Ezra se tenait juste à l'intérieur de la salle de pause, berçant un café qui avait refroidi. Ses yeux étaient cerclés de rouge, des cernes noires s'installant. « Je t'attendais » a-t-il murmuré. Je l'ai suivi dans son bureau, un petit espace encombré de dossiers en manille,
d'un stéthoscope usé, et d'un tableau blanc avec 3 écritures différentes, probablement son personnel en rotation. Il a fermé doucement la porte derrière nous. « J'ai besoin que tu sois honnête maintenant, Ezra » ai-je dit doucement. Tout. Il s'est assis, a passé une main dans ses boucles, et a finalement dit les mots qu'il avait retenus pendant des mois. « Léora, tu dois fuir ta famille. J'ai vu des signes plus tôt cette année, mais je ne voulais pas y croire alors. Je pensais peut-être que je dépassais les bornes, mais maintenant je ne peux plus l'ignorer. » Il s'est tourné vers le classeur, l'a ouvert brusquement, et a sorti une enveloppe épaisse avec mon nom griffonné dessus au stylo. Je ne me souvenais pas avoir autorisé autant de visites. Ezra a fait glisser le dossier sur le bureau et l'a ouvert lentement. « Ta sœur, a-t-il commencé, est venue me voir en décembre dernier, a dit qu'elle était inquiète, m'a dit que tu agissais de manière paranoïaque, confuse, que tu avais des hallucinations. Je l'ai fixé. »« Elle t'a dit ça ?» Il a hoché la tête. « Elle m'a pressé de documenter quelque chose, n'importe quoi, pour soutenir une orientation psychiatrique. Elle voulait que je co-signe une évaluation de santé mentale, mais je ne pouvais pas. Tu as réussi tous les tests que je t'ai fait passer. Alors, elle est allée voir un autre médecin. Je ne l'ai découvert que parce que ce même cabinet a demandé certains de tes anciens résultats de laboratoire. Ça ne me semblait pas juste. » La pièce a commencé à basculer légèrement. Je me suis agrippé au bord de la chaise. Il a sorti un deuxième dossier de son tiroir. « La nuit où tu as été transporté d'urgence aux urgences ? J'ai demandé une faveur, j'ai fait accélérer les résultats de toxicologie. » Ezra a ouvert le dossier. J'ai vu des pages de chiffres, des termes surlignés que je ne reconnaissais pas. « Il y avait du lorazépam dans ton système, a-t-il dit. Une dose élevée, plus que ce que quiconque appellerait accidentel, écrasé, mélangé dans un liquide. Ça n'apparaît pas dans un sachet de thé à moins que quelqu'un ne le veuille. » Le monde a ralenti. « Tu veux dire qu'elle me droguait ?» Ezra n'a pas répondu tout de suite, mais ses yeux disaient tout, plein de culpabilité, de regret, de peur. « Je ne t'ai jamais prescrit quoi que ce soit de ce genre, a-t-il ajouté. Ni aucun autre médecin qui t'a traité légitimement. » Je me suis levé trop vite, la main volant à ma bouche. Je n'ai pas vomi, mais ce n'était pas loin. Pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. J'ai vu des flashs des dîners étourdissants, des matins brumeux, la fois où je me suis effondré dans les escaliers et on m'a dit que j'étais juste maladroite. Mes mains tremblaient à mes côtés. « Elles font ça depuis combien de temps ?» ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. J'ai cherché dans mon sac, mes doigts effleurant le sachet de thé froissé que j'y avais fourré la nuit précédente. Je l'ai brandi. Camomille à la valériane. Je buvais ça tous les soirs. Ma sœur me le préparait toujours. Ezra a pris le sachet, a examiné les bords, puis a scanné le code barre sur son ordinateur. Quelques secondes plus tard, le résultat est apparu. « Cette marque n'existe pas », a-t-il dit. « Et regarde, des traces chimiques. Juste faibles, mais détectables. C'est trafiqué. » J'ai ri. Aigre et amer. Elles ont dit que c'était pour me calmer. Que je devais me reposer davantage. Ezra s'est penché en avant. « Tu n'étais pas fatigué. Tu étais drogué. Et la dose qu'elles t'ont donnée, c'est classé comme un crime si c'est fait sans consentement. » Ma voix s'est brisée. Elles essayaient de m'effacer, Ezra. Il a hoché la tête lentement. « Et tu dois te protéger, pas seulement émotionnellement. Légalement. » Il a griffonné un nom sur un post-it et me l'a tendu. « Mon cousin travaille dans un cabinet de défense pénale. Ils ont traité des cas comme celui-ci. Coercition de personnes âgées, fraude médicale. Ce n'est plus juste un drame familial. » J'ai fixé la note, mon reflet capturé dans la surface en verre de son bureau. Je ne reconnaissais pas mon propre visage. « Je ne vais pas disparaître, ai-je dit. »« Bien, » a-t-il répondu, parce qu'elle compte sur le fait que tu fasses exactement ça. Alors que je retournais en ville en voiture, le ciel passait du gris à l'or pâle. Je me suis arrêté à un feu rouge près de la gare routière, les mains tremblant encore. Par la fenêtre passager, un kiosque à journaux a attiré mon attention. En première page, une famille locale de premier plan annonce la création d'une fondation pour la santé mentale en l'honneur du parcours de leur fille. Je me suis penché plus près. La photo, Céline, portant mon vieux manteau, souriant comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. La photo s'est gravée dans mon esprit.
Céline, debout dans mon vieux manteau, souriant sous une bannière qui disait « Guérir par l'espoir, une soirée pour le bien-être mental ». Je l'ai fixée comme si elle pouvait soudainement cligner des yeux. Le titre en dessous affirmait que le gala visait à collecter des fonds pour la récupération des traumatismes. Mon traumatisme. Ma prétendue dépression nerveuse. Elle m'avait transformé en une histoire, un accessoire de sympathie, et maintenant Céline en était le visage. J'ai fermé l'onglet du navigateur. Puis j'ai regardé le silence de mon appartement. Pas pour longtemps. Je n'avais pas besoin de temps pour réfléchir. Je savais déjà ce que je devais faire. Avec l'aide d'Ezra, j'ai obtenu une invitation. Il a passé un appel à quelqu'un du conseil d'administration du gala, quelqu'un qui lui devait une faveur de l'époque de la faculté de médecine. 2 heures plus tard, une enveloppe a été glissée sous ma porte avec une invitation officielle à l'intérieur, accompagnée d'une note douce, sois prudente. Elles mentent, mais elles sont puissantes. J'ai posé l'invitation à côté de moi et j'ai ouvert ma vieille boîte à vêtements de l'université. La poussière s'est dispersée alors que je retirais des couches de tissu qui n'avaient pas vu la lumière depuis des années. Rien ne convenait. Trop petit. Trop naïf. Finalement, j'ai envoyé un texto à une vieille amie qui tenait une boutique de fripes. Elle a déposé une robe ce soir-là, une robe de velours noir, simple mais féroce. Quand je l'ai tenue, j'ai entendu la voix de ma mère, aussi claire que si elle se tenait à côté de moi, tu as toujours été trop pâle pour le noir. Ça te fait disparaître. J'ai fixé mon reflet pendant un long moment, puis j'ai murmuré, parfait. Disparaissons et réapparaissons sur leur scène. La collecte de fonds se tenait à Harmony Hall, une structure blanche et brillante qui avait autrefois été une église méthodiste, maintenant réaménagée pour un impact communautaire. Au moment où je suis arrivé, la nuit était tombée sur la ville. À l'intérieur, des lustres scintillaient au-dessus de tables drapées de lin, et un quatuor à cordes jouait une mélodie oubliable que personne n'écoutait vraiment. Je suis resté près du fond. Céline parcourait déjà la salle, serrant des mains de politiciens, embrassant des joues, hochant la tête solennellement quand les gens mentionnaient la crise qu'elle avait surmontée. J'ai compté au moins 3 caméras pointées sur elle. Puis j'ai vu notre mère. Elle portait un tailleur bleu poudré et tenait une coupe de champagne comme si elle faisait partie de son anatomie. Elle se tenait sous une bannière qui disait, en l'honneur de la résilience, l'initiative Céline. Elle a dit à un journaliste local, voir sa propre fille s'effondrer, c'était dévastateur. Mais notre famille s'est serré les coudes, et maintenant nous voulons juste aider les autres à éviter ce que nous avons traversé. J'ai serré la mâchoire jusqu'à ce que je pense que mes dents allaient se fissurer. Après le dernier article de la vente aux enchères, une retraite spa de $12 000, Céline est montée sur scène. Elle se tenait derrière le podium comme si elle y était née, les mains gracieusement jointes sur sa poitrine, ce sourire doux, blessé mais plein d'espoir, plaqué sur son visage. Je veux tous vous remercier, a-t-elle commencé, sa voix tremblant juste assez pour paraître authentique. J'ai vu quelqu'un que j'aime sombrer. Nous avons tout essayé, la thérapie, les médicaments, le soutien, mais parfois l'esprit se brise, tout simplement. Je me suis avancé, lentement et sûrement. Le clic de mes talons sur le sol a réduit la salle au silence plus vite que n'importe quelle cloche. J'ai monté les marches latérales, suis passé devant le coordinateur d'événements stupéfait, et j'ai fait face à la foule. Sauf la partie, ai-je dit dans le micro, où tu as écrasé des sédatifs dans mon thé et essayé de me faire enfermer. Des hoquets. Un homme a laissé tomber sa fourchette. Une autre femme a saisi ses perles par réflexe. Céline est devenue pâle. Léora. J'ai levé mon téléphone et j'ai tapoté l'écran. Un enregistrement a rempli l'air, clair comme du cristal. Si elle se bat, nous dirons qu'elle hallucine. Le thé fera le reste, a dit la voix de Céline. Puis la voix de notre mère, c'est le seul moyen de sauver le nom de la famille. Elle n'est pas stable, et elle n'est pas reconnaissante. Tu fais ce qu'il faut. Le silence s'est étiré, large et sauvage. Céline s'est jetée sur le micro. C'est faux. Elle est malade depuis des années. J'ai reculé et j'ai brandi un autre dossier. Celui-ci vient des urgences. Toxicologie confirmée. Lorazépam. Non prescrit, juste glissé dans la nourriture. Et non, je ne sombrais pas. J'étais drogué. Des flashs ont explosé des caméras de presse. Certains invités ont commencé à murmurer. Un homme a secoué la tête et est sorti. Je l'ai reconnu.
Un donateur majeur du Fonds local de récupération des traumatismes. Une jeune femme en tailleur pantalon bleu marine s'est levée et s'est adressée directement à Céline. Avez-vous utilisé les fonds de la fondation pour cet événement? Céline a cligné des yeux, prise au dépourvu. Bien sûr, tout cela fait partie d'eux. C'est de la fraude, a dit calmement la femme. Attendez-vous à un appel de notre service de conformité d'ici demain matin. Les murmures se sont fait plus forts. Ma mère semblait figée sur place. Les mains de Céline tremblaient légèrement, toujours serrées autour du podium. Elle a essayé de parler à nouveau, mais personne ne lui a rendu le micro. Les gens n'écoutaient plus. Je ne suis pas resté. Je suis parti comme je suis venu, discrètement par l'entrée latérale où le voiturier se tenait, regardant le chaos à travers les portes vitrées. Je n'avais pas besoin de voir le reste. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qu'elles avaient essayé d'effacer. Ma voix. Ma vérité. L'air extérieur était vif, mais je l'ai accueilli. J'avais l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des mois. Le velours de la robe effleurait mes jambes pendant que je marchais. Et pour une fois, je n'avais pas l'impression de porter un costume. J'étais juste moi, et c'était suffisant. Alors que j'approchais de la rue, quelqu'un m'a touché doucement le bras. Un homme que je ne reconnaissais pas m'a tendu une enveloppe pliée. « C'est pour vous », a-t-il dit. « De la part de l'avocat de votre père », a-t-il dit. On lui a dit de la livrer si votre mère essayait un jour de vous effacer. Il a disparu dans la nuit avant que je puisse poser une autre question. Je me suis tenu sous le lampadaire et j'ai retourné l'enveloppe dans mes mains. Mon nom était écrit à l'encre épaisse et délibérée. À l'intérieur, votre père a laissé des instructions. On m'a dit de livrer ceci si votre mère essayait un jour de vous effacer. Je suis sorti de la salle avant que les lumières ne s'éteignent. Mes doigts serraient l'enveloppe, encore chaude de la main qu'il avait pressée dans la mienne. La rue était calme, à l'exception du bruit de mes talons sur le trottoir. Je ne suis pas rentré chez moi. Pas encore. J'avais besoin de savoir. Le cabinet d'avocat n'était qu'à 10 minutes de trajet. La réceptionniste, aux yeux embués et gentille, a reconnu instantanément le nom sur l'enveloppe. Il a laissé des instructions spécifiques, a-t-elle dit, me conduisant dans une petite pièce lambrissée. Ça sentait le papier et le cuir, quelque chose de plus vieux que nous tous. L'avocat, Monsieur Schaeffer, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis que j'avais peut-être 12 ans, m'a accueilli comme s'il attendait ce moment depuis des années. Il a posé l'enveloppe sur la table avec révérence. Votre père a écrit ceci pour vous. Il m'a dit de le garder sous clé jusqu'au jour où votre mère essaierait de vous retirer du récit familial. Je l'ai fixé un moment. Le seau de cire était pressé des initiales R.M. Wilder. Le briser, c'était comme briser quelque chose de sacré. La lettre était courte. L'écriture de mon père, stable même après des années de tremblement, remplissait une seule page. Léora. Je l'ai vu venir. Je ne l'ai juste pas dit à voix haute. Ta mère a toujours plus tenu à l'héritage qu'à la vérité. J'étais trop faible pour l'arrêter de mon vivant. Et je porterai cette honte. Mais j'ai essayé, à ma manière discrète, de te construire une issue, un endroit qu'elle ne pourrait pas toucher. Quelque chose de réel, quelque chose de sûr. La maison du lac est à toi. Elle l'a toujours été. J'espère que tu y retrouveras ton souffle. Papa. Des larmes ont coulé sur mes joues, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus ancien, un souvenir, un son. Le papier sous la lettre a crissé. J'ai déplié le document de fiducie notarié, officiel et final. L'acte de propriété de la cabane était à moi. Il était scellé depuis plus d'1 an. Il avait changé les termes de la succession sans le dire à personne. Ni à maman, ni à Céline. J'ai levé les yeux. Monsieur Schaeffer me regardait doucement. Il y a une clause, a-t-il dit, en remontant ses lunettes sur l'arête de son nez. Si un membre de la famille tentait de vous déclarer inapte ou mentalement instable, tout leur héritage vous reviendrait immédiatement. J'ai cligné des yeux. Ça inclut Céline. Il a hoché la tête une fois. Sur la base de ce qui a émergé au gala, c'est une affaire conclue. Leurs prétentions sont nulles. Je ne pouvais même pas encore traiter cela. Ce qui m'a frappé, c'est le petit dossier en bois dans lequel se trouvait l'acte de propriété. Je l'ai ouvert, et à l'intérieur se trouvait une violette pressée sèche, délicate, mais parfaitement conservée. Le souvenir est revenu comme une marée. J'avais 9 ans.
Nous étions au lac. Papa et moi avions passé l'après-midi à cueillir des violettes le long du sentier. Je les avais ramenées à la maison et j'avais essayé de les aplatir entre du papier ciré, comme il me l'avait montré. Ce soir-là, j'en avais laissé une dans son livre en guise de marque-page. Il l'avait gardée. L'air dans la pièce est devenu épais d'émotion. J'ai pressé la violette contre mes lèvres, puis je l'ai remise dans le dossier. Au moment où j'ai quitté le cabinet d'avocat, il était bien plus de minuit. Les rues étaient pour la plupart vides, les ombres s'étirant longuement sous les lampadaires. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je me suis arrêté à l'hôpital, pas pour affronter qui que ce soit. Plus maintenant. J'ai traversé le hall silencieux, le long de couloirs familiers, jusqu'à ce que j'atteigne la réception. L'infirmière de nuit a levé les yeux, surprise. J'ai quelque chose à laisser, ai-je dit doucement. J'ai fait glisser une enveloppe en manille sur le comptoir, adressée à l'encre noire vive, pour Céline et mère. À l'intérieur, j'avais placé 3 choses, une copie du rapport de toxicologie montrant les sédatifs dans mon système, une confirmation notariée de la fiducie, et une note manuscrite. J'ai survécu. C'est plus que ce que vous pouvez en dire. Puis j'ai fait demi-tour et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Il était presque l'aube quand j'ai atteint la maison du lac. La cabane se dressait, calme et petite, au bord de l'eau. La brume s'enroulait le long de la lisière des arbres. J'ai déverrouillé la porte lentement, presque avec révérence. À l'intérieur, l'air sentait le pain et les vieilles histoires. J'ai traversé chaque pièce. Des planchers en bois nu, de vieilles photographies encore accrochées au mur. Dans la cuisine, la même bouilloire était encore sur la cuisinière. Une tasse était accrochée près de la fenêtre, ébréchée sur le bord. La mienne. Je suis sorti sur le porche arrière alors que le soleil commençait à se lever. Le lac s'étendait devant moi, calme et vaste, reflétant le ciel rose orangé. Une brise fraîche est arrivée, portant le faible parfum de cèdre et quelque chose de plus doux, comme l'espoir. Une voiture s'est garée silencieusement derrière les arbres. Ezra. Il n'a rien dit. Il a juste monté les marches et m'a tendu une tasse de café. Je l'ai prise sans un mot. Nous sommes restés là, côte à côte, le silence entre nous réconfortant. Pour la première fois depuis des années, j'ai souri sans effort. Sans masque, sans me préparer. Il m'a regardé de côté. Ça va? Ça ira, ai-je dit. J'ai cherché dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la violette pressée. Je l'ai posée doucement sur la balustrade. Elle a légèrement flotté dans la brise mais est restée. J'ai pris une profonde inspiration. La famille ne signifie pas toujours le sang. Parfois, ce sont ceux qui n'essaient pas de vous tuer avec du thé. Parfois, ce sont juste ceux qui se présentent avec du café. Je n'ai pas regagné les années qu'elles ont volées. Je n'ai pas changé leur cœur. Mais je suis parti avec la seule chose qui comptait, moi-même. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui était censé vous aimer? Leur auriez-vous pardonné ou seriez-vous parti comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires.